Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au Boulot, le podcast qui explore notre relation au travail. Qu'est-ce que le travail pour vous ? Une activité rémunératrice ? Un moyen d'épanouissement ? Ou un engagement social ? Une corvée peut-être ? On parlera de thèmes comme l'équilibre entre vie pro et vie perso, le rapport à l'environnement de travail et bien d'autres questions qui nous touchent toutes et tous. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute. Au boulot. Exceptionnellement, cet épisode est en 2 parties. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie du témoignage de Furvan, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière. Si vous l'avez déjà écouté ou si vous décidez de commencer par cette deuxième partie, dans tous les cas, bonne écoute et bon épisode. Tout à l'heure, tu parlais de quand tu es devant ta classe, ça amène certaines parties de toi qui sont ce que tu estimes être les meilleures parties de toi et que tu n'arrives pas forcément à les ramener à la maison. Comment tu gères ça spécifiquement et comment tu gères de manière générale ton équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, parce que déjà, tu l'as dit toi-même depuis le début, tu vis pour ce métier. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y a des choses, enfin tu l'as peut-être pas dit tout à l'heure, mais en tout cas il y a des choses que tu n'as, j'imagine, pas le droit de ramener en termes d'anecdotes ou de situations à la maison, que tu n'as pas le droit de partager en tout cas avec des noms et des situations identifiantes. Comment tu fais toi pour faire ton équilibre entre ta vie à l'éducation nationale à l'école et ta vie perso ? C'est pas toujours évident. Je t'avouerai que plus les années passent, et d'ailleurs moins c'est évident parfois. Mais tu es exposé quand tu es enseignant et ça, tu n'y es pas préparé. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'enseignants qui démissionnent à une forme de violence sociale qui est très très forte. C'est-à-dire que de toute façon, de base, dans n'importe quel cadre, tu seras exposé à cette violence envers les fonctionnaires, contre les vacances scolaires que tu n'as pas décidé, mais que tu subis quand même. Ça, c'est parce que t'es un feignant avec 3 mois de vacances de l'année, c'est pour ça. Voilà, tu vois, exactement. En fait, ce discours-là, effectivement, tu l'entends très très fréquemment. Et quoi que tu fasses, et quelle que soit la quantité de travail que tu amèneras, en fait, il y aura toujours une partie des gens qui continuera à penser ça. Déjà, ça, c'est une première violence quoi, que tu reçois. Et puis après, tu as toutes celles que tu rencontres dans l'année, c'est-à-dire des situations, effectivement, d'enfants qui subissent des violences à la maison, mais que toi, tu dois essayer de détricoter de ton côté pour pouvoir les aider. Donc accueillir la parole avec toute l'humanité que tu peux déployer, mais sans aucun soutien psychologique de l'éducation nationale. C'est-à-dire que tu n'auras jamais la chance, je pense, d'avoir un supérieur hiérarchique qui viendra t'épauler sur ces situations-là. Moi, ça m'est jamais arrivé, en tout cas. Il n'y a pas de cellule de support psy en cas de... Il y en a une petite qui est liée à notre mutuelle. Tu peux appeler un numéro dédié. Ok. Mais pour l'avoir déjà appelé par le passé, en fait, c'est pas forcément un numéro qui te donne beaucoup d'aide. Parce qu'il y a aussi pas de présence humaine face à toi, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup manqué. Ok. Tu vois, en fait, tu as toute cette violence que tu accueilles, toutes ces procédures que tu fais, parce que mine de rien, quand tu t'engages dans un signalement, eh ben, t'es reçu à la gendarmerie par la suite. Ouais, ben oui, bien sûr. Donc tu vois, tu dois parler aux gendarmes pendant parfois 2 heures sur du temps personnel, parce que t'as pas toujours de temps dégagé par l'éducation nationale pour le faire. Et en fait, ça te met dans une situation psychologique qui est parfois délétère, quoi. Et du coup, comment tu arrives à gérer de décharger tout ça à la maison ? Ouais, c'est pas toujours simple. Et en fait, moi, je pense que j'ai la chance aussi d'avoir une compagne qui m'accompagne vraiment, vraiment au quotidien sur toutes ces questions-là. Tu vois, c'est la seule personne en fait avec laquelle je m'autorise à pas avoir de filtre. Ok. Elle le sait très bien, et en fait, elle connaît aussi les engagements qui sont les miens, donc elle ne divulgue rien de son côté. Mais ça me permet d'avoir une oreille attentive quoi, au quotidien. Donc on est plus fort parce qu'on arrive aussi à porter le poids à deux. Mais je te cacherai pas que c'est quand même parfois très compliqué. Et ouais, ça peut me mettre dans des situations qui sont de l'ordre de la détresse psychologique, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc là, malheureusement, à part l'arrêt de travail, Ouais, c'est ça, arrêt de travail, ok. tu peux pas faire grand-chose parce qu'en fait, j'ai toujours cette peur d'attendre trop longtemps avant de m'arrêter et de pas pouvoir retourner à l'école, quoi. Ouais, parce que le risque toujours dans ce genre de situation, effectivement, c'est que si tu attends trop longtemps, le risque c'est que tu t'arrêtes beaucoup plus longtemps, voire, Ouais. comme tu viens de le dire, que tu t'arrêtes définitivement. Ouais, tu vois, le risque de burn-out est très, très élevé. Ouais, c'est ça. Puis comme tu le disais plus tôt, il y a de plus en plus de gens Ouais. qui changent de métier. Une fois qu'ils ont commencé dans l'éducation nationale, je pense aussi que c'est lié à ce genre de réalité. Mm-mm.
Et puis, comme tu le disais plus tôt, le fait qu'il y ait de moins en moins de moyens dans l'éducation nationale fait que vous êtes de plus en plus surchargé, en fait, tout simplement. Que ce soit émotionnellement, en termes de charge de travail, en termes de charge administrative ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça plus ça, effectivement, ça vient peser. J'en profite justement, tu parlais des vacances, parce que c'est un gros sujet Oui, tout à fait. pour les gens qui ne connaissent pas le métier ou qui ne travaillent pas dans l'éducation nationale. Ton rapport, toi, au temps de travail, de manière générale, que ce soit dans la semaine, dans l'année, les vacances, quoi que ce soit, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, c'est intéressant en fait parce que il y a toujours un moment de bascule où les gens qui ne me côtoient pas personnellement ont l'impression que les journées sont courtes et que le temps de travail, ça va quoi. T'es à l'aise quoi. Mais parce que ta journée commence évidemment en même temps que les enfants et finit en même temps que les enfants. Tu ne fais absolument rien d'autre. C'est Voilà, c'est connu. évidemment du sarcasme. Les gens en fait imaginent que tu as des semaines de 24 heures, puisque c'est 24 heures semaine en présentiel à l'école. En fait, ce qui transparaît une fois que les gens rentrent dans ma bulle personnelle, c'est qu'ils se rendent compte que, évidemment, ça se borne pas du tout à ces 24 heures, puisque, d'une part, tu as tous les rendez-vous avec les parents qui apprennent. Donc ça, dans l'année, on a, nous, une fiche de suivi qui nous est demandée par l'inspection, qui est une fiche de 108 heures. C'est-à-dire que tu dois obligatoirement 108 heures de plus que ton contrat à l'État. Et donc, tu dois inscrire dans ces 108 heures toutes les heures de conseil que tu vas faire, conseil des maîtres, conseil d'école, et aussi tous les rendez-vous de parents que tu fais. Ok. Donc déjà, tu as ces 108 heures annuelles qui sont à mettre en plus du temps de travail. Si t'as pas assez de rendez-vous avec des parents pour atteindre les 108 heures, tu les complètes comment? Généralement, en fait, tu en as assez. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé pour le moment de ne pas en avoir assez. J'en ai même plus, en fait, en réalité. Ça, j'en doute pas, mais je me pose la question, en fait. Il doit y avoir des gens à qui ça arrive, parce que peu importe la raison d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Comment ça se passe d'un point de vue structurel? Je ne sais pas. Je pense que je pense que tu dois peut-être organiser plus, enfin tu dois t'arranger pour organiser plus de conseils des maîtres dans l'année, j'imagine, mais en fait c'est même ça serait même plutôt un luxe parce qu'en fait finalement tu pourrais avoir plus de liens avec tes collègues sur des questions importantes. Nous malheureusement on arrive très peu à en trouver. Ça c'est une autre réalité du terrain, mais tu rencontres très peu les collègues avec qui tu travailles sur d'autres écoles. Oui, t'es assez vite isolé Ouais. dans ton cadre avec du coup ton équipe pédagogique, puis vous êtes que deux en plus. Mm. Et effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges interécoles. Alors vous, avec le regroupement en RPI, peut-être que vous êtes quand même un peu plus amené à vous voir, ou peut-être même pas. Normalement, on devrait, mais en fait, on arrive très très peu à se rencontrer tous les quatre, quoi. Souvent, on se rencontre à trois, mais pas à quatre en même temps. Ok. Et donc, en fait, déjà, tu as ces heures-là à rajouter. Et puis, tu peux aussi compter, et ça, c'est très très important. Enfin, moi, c'est la charge de travail la plus importante de mes journées. C'est tout le temps extrascolaire, c'est-à-dire tout le temps de préparation que tu vas avoir, tout le temps de réflexion que tu vas avoir à mener, parce que, tu vois, je te parlais de la pédagogie des opprimés, je te parlais de la pédagogie de Célestin Freinet. Mhm. En fait, ça, c'est pas des choses que tu vois à l'université, c'est des choses que tu vois par la suite, parce que c'est pas des choses qui sont enseignées à l'école. La pédagogie des opprimés, c'est vraiment une pédagogie qui est ancrée dans une pensée presque communiste en fait. Donc c'est pas des choses qu'on va voir à l'école de la République. Ouais. Et c'est des choses voilà sur lesquelles tu te renseignes après coup. Et puis la préparation de classe en fait ça demande. Enfin, j'arrive même pas à le quantifier en fait. J'ai jamais compté. Je sais que ça prend énormément de temps, mais je saurais pas le quantifier. C'est intéressant parce que souvent on a quand on creuse un peu, il y a quand même beaucoup de gens qui savent qu'il y a le temps de préparation de cours, le temps de correction des copies quand ça est un petit peu plus élevé dans le secondaire ou au lycée. Bon, déjà, on n'aura pas ton avis là-dessus parce que toi, c'est plus du primaire, mais encore qu'on pourra avoir ton avis, hein. Il y a malheureusement beaucoup de clichés sur un prof qui prépare bien ses cours, il n'a plus besoin de les préparer d'une année à l'autre, et puis du coup, il a ça de moins à faire. Ouais, c'est intéressant ça. Déjà, les programmes changent.
Mais au-delà de ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a toute cette partie qu'on voit pas naturellement. Mm. C'est la partie formation continue en fait. Oui, exactement. Techniquement, t'es pas obligé, mais j'imagine qu'il y a une grosse majorité de professeurs dans l'éducation nationale qui le font, c'est de continuer à se former sur la pédagogie, les nouveautés qui sortent, les nouvelles études qui ont été faites Mm. et tout ce qui va autour de ça en fait. Ouais. Et en fait, je pense que si tu le fais pas, tu es très très vite largué parce que la pédagogie, toutes les pédagogies évoluent très très vite. La science de l'éducation, c'est Ouais. une science très très mouvante. Il y a des choses qu'on m'a appris il y a 4 ans en formation qui sont plus vraies aujourd'hui. Parce que tu te rends compte qu'en fait, on est parti dans une direction, mais on a testé des choses collectivement, et en fait, on se rend compte que non, c'est pas du tout la bonne direction. Il faut prendre une autre direction complètement inverse, même parfois. Ouais. Tu vois, ça s'est vu par exemple avec les méthodes de lecture. Ça, je pense que ça peut parler au grand public. Ouais. On est passé de la syllabique à la base à la globale, puis à une autre méthode de lecture qui s'appelle l'idéographique, qui est un mix de global et de syllabique. Ok. Et on se rend compte en fait qu'il n'y a rien de mieux que la syllabique. Donc aujourd'hui, on revient à la syllabique, tu vois. Ok, il y a un retour sur la syllabique, ok. Ouais, là, on est vraiment sur de la syllabique pure. Avec des temps de travail sur les sons qui est très très important, où il faut beaucoup de répétitions. Ok, je comprends mieux. Moi, j'ai ma grande qui était en grande section cette année, qui rentre en CP l'année prochaine. Je comprends beaucoup mieux certaines des choses qu'elle nous ramène avec le taper des syllabes et les choses comme ça. Ah ouais, mais en fait, tu vois, quelque part, ça nous paraît presque neuneux, même à nous, en fait, de le faire, parce que tu vas avoir des phrases qui ont aucun sens, avec la pie se pose sur la pizza de papa, tu vois, par exemple. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais en fait, le sens de la phrase, c'est ce qu'on nous préconise en tout cas aujourd'hui, n'a pas tellement d'importance au départ. Oui, dans l'apprentissage de la lecture, c'est vraiment le déchiffrage de comment tu vas réussir, toi, à lire ce qui est écrit et à déchiffrer le. Ouais. Si tu décodes mal les phonèmes en fait et les graphèmes, tu peux pas aller très très loin en lecture, quoi. Le sens doit venir vraiment en finalité. Ok. Et donc ça, c'est pas du tout les choses que j'ai appris il y a 4 ans en formation, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, dans ce temps de travail, tu dois aussi compter. Bon, c'est négligeable, mais c'est du temps quand même à donner à l'État. Tu as 18 heures de formation annuelle aussi qui sont imposées. Ça, c'est des formations qu'on t'impose ou c'est toi qui as le choix parmi un catalogue de formations de choisir ce que tu veux faire? Bah, en fait, tu avais un choix très très étendu quand j'ai commencé, et ce choix s'est énormément restreint. Et puis maintenant, en fait, on est même sur des choix par défaut. Si tu veux, il y a eu un constat qui a été fait avec les rapports PISA, qui sont des rapports européens qui te renseignent sur le niveau des enfants en langue et en mathématiques. Et l'État a découvert que les enfants français n'étaient pas bons en langue ni en mathématiques. Donc ça, on pourra en rediscuter parce qu'en fait, c'est très très intéressant. Comment sont menées ces études, quoi. Je digresse 2 minutes. Je t'en Il prie. y a toujours ce truc que moi qui suis pas du tout dans le métier et qui n'ai pas creusé le sujet, je trouve paradoxal et que j'arrive pas à comprendre, c'est que je l'ai lu à plusieurs reprises qu'effectivement en France, on a supposément un niveau en mathématiques qui est plutôt moyen par rapport à la moyenne européenne. Mhm. Par contre, c'est reconnu internationalement et la France le reconnaît elle-même. On a parmi les gens les plus pointus en maths au monde en études supérieures. Et oui. Comment on explique ce paradoxe? Moi, j'ai des pistes. Après, je sais pas si j'ai vraiment les réponses, mais j'ai des pistes à mon niveau. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si les rapports PISA sont faits de cette façon-là. Ce que je sais, c'est que, par exemple, on a tous les ans à la rentrée des évaluations nationales qui nous sont imposées dans les classes. Donc là, ils vont même étendre les évaluations nationales du CP jusqu'au CM2. C'est-à-dire que toutes les classes vont être concernées. Ok. Et en fait, dans ces évaluations nationales, il faut se rendre compte du truc, c'est-à-dire qu'on va demander à des élèves qui ont passé 2 mois de vacances l'été de se remettre à brûle pour point dans des évaluations nationales à la deuxième semaine de la rentrée. Ouais. Et donc c'est très très lourd en fait, si tu veux, cognitivement t'es pas du tout armé pour ça. On leur demande de faire des évaluations de français et de maths sur absolument tous les sujets qu'ils ont traités ou qu'ils vont traiter parfois, même ils ne les ont quelquefois pas du tout vus encore au cours de l'année. Et donc, tu vas avoir un test de lecture, par exemple, qui va être demandé à des CP. Ouais.
alors que, tu vois, on n'a pas encore vraiment rentré dans ces notions-là, quoi. Ils sont en plein apprentissage. Voilà. Et donc en fait, tu as vraiment une manière de faire ces évaluations qui pose question. Enfin, moi, je trouve que, tu vois, c'est des choses que j'ai remontées, mais sur lesquelles j'ai pas forcément de retour intéressant, en disant: «Est-ce qu'on pourrait pas faire ces évaluations au bout de, je sais pas, à la fin de la première période, c'est-à-dire, au retour des vacances, d'octobre?» Ouais. Parce que ça me paraît plus intéressant de pouvoir rebrasser avec les enfants avant de les mettre là-dedans, quoi. Et systématiquement, on continue à nous les imposer, à la deuxième semaine de la rentrée. Ouais. Ce qui pour moi fait pas de sens et ce qui évidemment en fait donne des mauvais résultats. Enfin, tu vois, c'est comme si on venait m'inspecter à la deuxième semaine de la rentrée. Je pense que je suis pas aussi performant qu'au milieu de l'année, quoi. Ouais, mais non, mais le temps de se remettre dedans, surtout après une grande pause comme l'été, quoi. Et tu vois, tu te posais la question des vacances tout à l'heure, et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est une composante économique aussi, les vacances. C'est-à-dire que c'est pas du tout les enseignants qui décident de ces vacances-là. D'ailleurs, quand le gouvernement a décidé de retravailler sur ce temps des vacances, en fait, la levée de bouclier, elle n'a pas été du côté des enseignants, elle a été du côté des promoteurs de sports d'hiver. L'industrie du tourisme, Et ouais, de manière globale. c'est ça. Je voudrais pas faire le gars qui sait parce que je l'ai lu, mais j'ai plus toutes les sources en tête. Mais je suis à peu près convaincu que la raison pour laquelle il y a autant de vacances en France, autant séparées, qu'il y a des zones séparées également, Mhm. et la durée des vacances d'été, c'est majoritairement l'industrie du tourisme parce qu'on est un pays qui vit énormément de son industrie du tourisme. Ouais. Évidemment des gens qui viennent de l'international, mais aussi beaucoup du tourisme de Français en France. Ouais, bien sûr. Et si on n'avait pas autant de vacances, alors évidemment les gens vont dire oui, mais les salariés n'ont pas autant de vacances. Oui, mais il y a les colonies de vacances et il y a toute l'industrie qui tourne autour de ça. Mhm. Alors pas ça, les colonies de vacances, mais ça, le tourisme de manière générale. Les gens prennent des vacances. Il y a vraiment cette culture du tourisme en France. Et il semblerait en tout cas qu'il y ait quand même une grosse composante de l'industrie du tourisme et de l'économie du tourisme en France qui explique la raison de pourquoi il y a autant de vacances scolaires. Ouais, bien sûr. Et tu vois, nous, on n'appelle même pas ça des vacances, en fait, quand on travaille dans l'éducation nationale, parce qu'on a pris l'habitude aussi d'employer des mots qui sont différents, justement pour expliquer que non, on n'est pas en vacances, on est en pause pédagogique. Ok. Et pour nous, ça a vraiment une importance parce qu'en fait, tu vois, moi, sur juillet-août, par exemple, eh ben, ça fait déjà 15 jours que je travaille pour ma classe. En fait, j'ai pris 15 jours de vacances pendant l'été. Déjà, si je me trompe pas, tu n'es pas en vacances le jour du dernier jour d'école. En fait, tu as 1 ou 2 semaines supplémentaires avec du travail à faire, administratif ou peu importe, dans l'école avant de pouvoir mettre les voiles et. Non, pas de mon côté. En fait, c'est plutôt, enfin, nous dans le premier degré, c'est l'inspectrice ou l'inspecteur qui est plutôt en charge de tout ça. Ok. Nous, on a les mêmes vacances que nos collègues enseignants. Par contre, il est quand même de bonne loi d'être dans une sorte de veille au niveau des mails de l'école. Ouais. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont aussi ancrées au niveau de la tradition, je dirais, de l'éducation nationale, où tu vas faire des choses parce que tu sais que c'est important pour l'école. En fait, c'est exactement la même logique chez les soignants Oui. qui ne partent pas du travail s'ils n'ont pas été voir toutes les chambres, en fait, ou s'ils n'ont pas fait la passation avec leurs collègues. Parce que tu pourrais partir, tu as le droit, en fait, légalement de le faire, mais tu le fais pas. C'est super intéressant que tu parles de ça parce que l'épisode précédent, donc que toi tu n'as pas encore pu entendre, c'est l'épisode de Mathieu qui est médecin généraliste et qui parle énormément du monde de la santé. Ok. L'un comme l'autre, au-delà de votre situation personnelle et de votre engagement personnel, on voit que vous êtes dans des métiers, on comprend pourquoi les métiers, à une époque et encore aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, sont appelés des métiers passion. Ouais, tout à fait. C'est qu'il y a une notion vraiment d'engagement dans le métier. Pour autant, je vais redire la même chose que ce que je disais à Mathieu à l'épisode précédent. C'est génial que ce soit un métier passion, mais il ne faut pas que le mot métier passion devienne une excuse pour vous laisser faire tout et n'importe quoi et vous mettre tout sur le dos parce que c'est censé être une passion, en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais tout à fait. On est tout à fait d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ça, je pense qu'en fait, avec l'hôpital, on a un destin qui est commun, qui se dessine de plus en plus, en tout cas, au fil des décisions politiques et au fil de l'eau, quoi. En fait, on se rend compte que il y a une dégradation, comme je te disais, du service public, tant au niveau de l'hôpital qu'au niveau de l'école, parce qu'on nous donne plus les moyens de travailler comme il faut. Et en fait, moins on te donne les moyens de travailler comme il faut, moins le service que tu rends aux usagers est bon. Et en fait, moins le service est bon, plus les gens vont se tourner vers un service privé.
Tu vois, c'est vrai pour l'hôpital, que certains fuient pour des cliniques privées, et c'est très très vrai pour l'école, que beaucoup de gens en fait fuient pour des écoles privées. Parce qu'il y a aussi des passerelles qui sont beaucoup plus faciles à faire d'une école publique à une école privée que d'une école publique à une école publique à cause de la carte scolaire. Si tu peux nous en dire plus. Bah, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en fait, si tu veux, la carte scolaire, c'est en fonction de l'endroit géographique où tu habites, Oui. tu vas être obligé de mettre ton enfant dans une école. Oui. T'as pas le choix en fait de mettre ton enfant dans une autre école publique. Nous, c'est un gros problème de gestion d'effectifs de l'école. On perd beaucoup d'enfants à cause de ça, pour plein de raisons non liées à l'éducation nationale. Ouais, tout à fait. Et en fait, la seule façon de pouvoir partir d'une école publique pour aller dans une autre école publique qui est en dehors de ton secteur, c'est d'avoir l'autorisation de la mairie qui te permet de partir. Bon, alors moi, je travaille vraiment dans le rural profond, quoi. Et évidemment, les maires qui sont dans le rural sont confrontés à cette carte scolaire et le vivent comme une violence parce qu'en fait, quand tu n'as plus assez d'effectifs dans ton école, on ferme l'école et du coup, la vie du village, elle est impactée, quoi. Ce qui fait qu'en fait, l'autorisation de la mairie dans nos petits villages, tu l'as jamais. Ils ne laissent pas partir les gens, quoi. Mais non, ouais. Et donc, tu peux pas partir d'une école publique à une autre école publique dans ce contexte-là. Pas sans déménager. Voilà. Ce qui fait qu'il y a des gens en fait qui soit choisissent de déménager, effectivement, mais alors il faut changer totalement de vie, soit décident de s'endetter et de partir dans une école privée, parce que quand tu pars dans une école privée, tu n'as rien à produire. Oui, c'est ça. Tu t'inscris et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est une facilité qui est offerte aujourd'hui aux gens et qui nous fait énormément défaut, parce qu'en fait, le privé, c'est une part très très importante des effectifs qui s'échappent, quoi. Lié mais pas lié. C'est quoi ton avis, toi, sur la rémunération du métier de prof aujourd'hui? Je dis lié mais pas lié parce que souvent, il y a aussi tout un... Alors, on sait aujourd'hui que dans la fonction publique, globalement, par rapport à un équivalent dans le privé, c'est pas bien payé. Non, c'est sûr. Mais souvent, spécifiquement avec le métier de prof, il y a ce truc du oui, mais vu que vous avez beaucoup de vacances, Ouais. etc., etc. Comment tu situes, toi, tout ce truc-là, tout ce gloubi-boulga de Ouais, c'est intéressant. les échelons, l'évolution salariale dans le temps, la position par rapport à l'équivalent dans le privé? Est-ce que ça a un sens de comparer au privé? Tout. Bah, je te dirais qu'en fait, quand tu rentres dans ce métier-là, déjà au départ, c'est très très flou, pour être honnête. C'est-à-dire que tu reçois ton salaire, mais en fait, tu comprends pas très bien quelles sont tes évolutions dans les échelons. Enfin, il y a tout un bazar qu'il faut bien comprendre. Moi, je te dirais que concrètement, je me sens pas forcément mal payé. Je sais hein, que par rapport à mes années d'études, j'aurais pu ambitionner un salaire plus élevé, mais en fait, ça a jamais vraiment été le moteur de mon ambition. Puis la réalité, c'est que ça dépend aussi énormément du secteur dans lequel tu travailles, en vrai, même dans le privé. Ouais, bah tout à fait. En fait, moi, je le vois à mon niveau parce que, comme je te disais, je suis dans le rural très profond et au final, la vie est pas forcément aussi chère qu'ailleurs, qu'en ville, par exemple, j'imagine. En fait, je pense que il y a quelque chose que les gens prennent pas forcément en compte, mais ce qui serait important, c'est surtout que l'école elle-même ait de l'argent. C'est-à-dire que quand tu fais tourner une école publique, Oui, j'insiste sur le public parce que le privé, ça n'a rien à voir. En fait, tu as très très peu d'argent dans la caisse de l'école. ouais. C'est-à-dire que nous, à l'année, on doit tourner avec, allez, peut-être 4 000 € en tout et pour tout. En comptant les subventions de la mairie et tout ce que tu peux récupérer. Ouais, je pense à peu près que je suis dans le vrai. 4 à 5 000 euros, Ok. tu vois. Et donc, il faut que tu gères ton année scolaire, ton matériel, Ouais. tout ce qui va là-dedans, plus des éventuelles sorties scolaires C'est ça. et pédagogiques et autres interventions professionnelles avec ce budget-là. Ouais, c'est ça. Donc, tu as 4 à 5 000 euros, enfin, voilà, pour 2 classes en tout cas. Hein. Oui. Ce qui fait pas beaucoup. Et en fait, ce qui se passe très très souvent, et ce que les gens ne savent pas, c'est que on est amené, puisque c'est un métier aussi qu'on exerce avec beaucoup de passion, à remettre de l'argent de notre poche dans l'école. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, moi je travaille avec pas mal de matériel dans ma classe. Ben, je dirais qu'il y a peut-être la moitié du matériel qui a été acheté de ma poche aujourd'hui. Ok, donc c'est quand même une proportion qui n'est pas négligeable du tout. Non, bah effectivement. Alors,
Tu vois, c'est peut-être des petites choses, mais en fait, c'est le seul métier, à ma connaissance, où l'employé réinjecte de l'argent dans son activité professionnelle, quoi. Ouais. Ça n'existe nulle part. Bah, disons que si ça se passe dans le privé en général, soit c'est de la bonne volonté de la personne qui le fait, mais c'est quand même, je pense, assez rare, soit ça risque de finir au prud'homme d'une manière ou d'une autre parce que c'est un truc pas clair. Et c'est ça. Et en fait, je pense que tu vois, si je mets bout à bout, parce que tous les enseignants font ça, enfin tous les enseignants que je connais en tout cas font ça. Quand je mets ça bout à bout, je me dis que en fait, c'est des millions d'euros qui sont économisés chaque année par l'État. Est-ce que tu as une idée du nombre de professeurs des écoles en poste sur une année, grosso modo? Ouais, je crois que de mémoire, je crois qu'il y a 1 million d'enseignants en France. Ça doit être un truc comme ça. Ok. Donc c'est effectivement un gros secteur d'activité, l'éducation nationale. C'est une des premières dépenses de l'État, hein. Ouais, tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que on ne nous voit même plus aujourd'hui comme un investissement, si tu veux. C'est qu'on est un poste de dépense. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une réduction budgétaire. Ça illustre bien la dérive, ouais. Nous, effectivement, on ne rapporte aucun argent, en fait. Donc, mais on rapporte de l'argent à long terme. C'est-à-dire que c'est aussi des écoles que sortent les futurs citoyens, en fait. Donc les futurs travailleurs. C'est du gain financier pour l'État très difficile à mesurer. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une difficulté à accepter qu'à investir dans l'éducation, c'est faire gagner de l'argent à son État sur le long terme. Bah oui, bien sûr. Parce que je pense qu'il y a vraiment ce truc immesurable. En tout cas, je ne suis pas professionnel de ce genre de calcul financier, Non, mais ça doit être très compliqué, ouais. j'imagine que le retour sur investissement, c'est pas aussi simple qu'un tableau Excel de dire Non, c'est sûr. bon, bah, dans 25 ans en moyenne, on est rentable, quoi. Non, c'est certain. C'est certain. Et tu vois, et c'est fort dommage, quoi. Mais c'est intéressant néanmoins, cette terminologie. Très tôt dans l'épisode, on parlait de la position sociale des professeurs au fil du temps. Tu as utilisé le mot notable. Mm. Les choses ont un peu évolué. Je pense qu'il y a moins cette vision un peu. Ça revient un peu à l'estrade, hein. Il y a un peu moins ce piédestal pour les professeurs aujourd'hui qu'il y a pu avoir dans le temps. Toi, comment tu vois socialement ta position et le regard que les gens ont sur ta position et ton métier au sein de la société? Eh ben, je te dirais qu'en fait, je vais avoir un regard qui est peut-être un peu différent aussi de certains enseignants qui travaillent en ville, en fait, de la plupart du coup des enseignants. Parce que quand tu bosses dans le rural, il n'y a pas cette position de notable et moi, tu vois, j'en suis ravi parce que je pense qu'elle n'était pas bonne non plus. Je pense qu'être plus au niveau des gens, du commun, des classes populaires, c'est une bonne chose. Parce qu'il n'y a pas cette prise de haut, en fait, que les gens ont très mal vécu pour la plupart. Donc c'est intéressant parce que le rural, c'est une terre de liens. Et donc, ce qui différencie vraiment pour moi un prof de ville et un prof de campagne, c'est la capacité à faire du lien avec les gens. Parce que tu arrives dans une école dans laquelle il y a une histoire qui parfois te dépasse. C'est-à-dire que moi, dans mon école, j'accueille des parents qui eux-mêmes ont été à l'école, dans cette école. C'est un classique de campagne, ça, hein. Mais parce qu'en fait, les gens bougent peu, je pense. Moi, je l'ai pas vécu, mais je connais. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce truc de. Ça fait 3 Ouais, générations qu'on est là, et c'est puis ça. la maîtresse de c'était son premier poste quand moi j'ai débuté. Bah en fait, c'est la maîtresse de mon fils ou de ma fille. Ouais, totalement. En fait, il y a ce truc qu'il faut arriver déjà à appréhender et à prendre du bon côté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura toujours cet héritage que tu vas colporter avec toi. Bon, ça déjà, il faut le connaître, effectivement, il faut le comprendre. Et puis, il faut comprendre aussi les fractures qu'il peut y avoir chez les gens par rapport à l'école. Ça m'est arrivé très récemment, mais par exemple, il y a des parents que je n'accueillerai jamais dans le sein de l'école, que je vais accueillir dans le parc, à côté de l'école. Parce qu'il y a un vécu traumatique de l'école. Ok. Tu vois, parce que c'est une école dans laquelle, pour eux, il s'est passé des choses qui sont très très dures. Ouais. Et donc, il y a tout ce lien qui est important à faire, et il y a cette démarche en fait d'humanité hein, à amener avec toi quand tu viens au boulot le matin, quoi. Pour moi, c'est une grosse richesse aussi, hein, ce lien que tu peux avoir dans les campagnes. Et en fait, souvent, les gens, ils te voient, je dirais, un peu, enfin, ça dépend des gens, effectivement, mais il y a des gens qui te voient comme une bouée de secours parce que tu es le seul service public qui reste ouvert aussi dans ces petites campagnes. Mm.
Moi, par exemple, j'ai des gens qui sont analphabètes et qui viennent me voir pour remplir des papiers. Donc, tu vois, Absolument aucun lien avec les papiers de leurs enfants ou peu importe. non, pas forcément. C'est vraiment juste dans leur quotidien à eux, c'est toi, enfin, toi, en tout cas l'école, le lieu de référence pour aller demander un coup de main, quoi. C'est ça. Et tu vois, et quand la société va mal, quand il y a des choses qui se passent dans la société, c'est aussi nous qui sommes en première ligne. Donc, tu vois, je pense au Covid, par exemple, qui a été vraiment très, très traumatique chez les enseignants, pour le coup. Le Covid, ça a été une période très compliquée parce qu'en fait, on était confronté à certaines fois une population qui le vivait très, très mal et qui le vivait comme une violence de l'État. Et donc, l'État, quand tu es dans une petite commune, c'est toi, Vous êtes représentant de l'État d'une manière ou d'une autre. bien sûr. Et c'est aussi très intéressant de voir le sort qui est réservé aux populations de Ziganes qui vivent chez nous, donc qu'on appelle communément les gens du voyage, même si les populations concernées n'aiment pas le terme de gens du voyage, parce qu'il y a une connotation historique très très négative qui vient du pétinisme en fait. Et en fait, les gens du voyage, tu vois, il y a une sorte de flicage qui se met en place aussi par le biais de l'école. Parce que à partir de la rentrée, là, par exemple, on va être amené à leur donner des papiers, donc des certificats de scolarité, qui leur permettront de venir s'installer sur l'aire de la commune. Et s'ils ne l'ont pas, ils ne pourront pas s'installer. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'enfants, ils viennent quand même à l'école pour vous demander ce papier? Eh ben, je ne sais pas. Pour le moment, en fait, ça n'était pas exigé. Là, ça va être exigé vraiment, tu vois, à la rentrée de septembre. Mais pour moi, c'est assez compliqué, quoi, de produire ce papier. C'est-à-dire que ça va être encore une violence envers cette population-là qui est déjà opprimée et déjà mal vue par beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Et puis là, on vous demande de sortir vraiment du cadre de l'éducation, de la pédagogie. On est plus de l'ordre de la police municipale, à mon goût. Ouais, totalement. Et tu vois, en fait, l'école, elle est aussi. On nous rappelle souvent à l'ordre parce qu'on fait pas que de la pédagogie. C'est ce qui a été le cas de certains collègues qui ont par exemple accueilli des enfants qui dormaient à la rue et qui leur ont permis de dormir dans l'école. Par contre, on nous demande donc, tu vois, de rester dans notre pédagogie, mais en même temps, on nous demande de faire des trucs qui sont totalement en dehors, quoi. On vous demande, quand tu dis on, c'est nécessairement la hiérarchie. Ouais. Alors tu l'as dit tout à l'heure, toi, ta hiérarchie directe, c'est une inspectrice, puis encore au-dessus, l'inspecteur d'académie. Mhm. Pour autant, la hiérarchie ultime au-dessus de toi et de tous les autres, c'est l'éducation nationale et le ministère de l'éducation nationale. Ouais, tout à fait. Comment tu le vois, ce rapport à la hiérarchie, le fait que de toute façon, c'est un rapport hiérarchique où vous avez plus ou moins pas votre mot à dire, puisque c'est des décisions politiques qui viennent d'au-dessus. Après, j'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez plus de moyens de discussion Mhm. de manière plus locale avec l'inspectrice, Ouais. l'inspecteur d'académie ou autre. Comment tu vois tout ce positionnement? Et ben, comme un conflit permanent, quoi. En fait, parce que, comme tu le dis, en fait, quand les décisions viennent d'en haut, et certainement sans aucune connaissance du terrain, en fait, c'est ça le problème aussi. Parce qu'on a vu des générations de ministres qui étaient issus de l'éducation nationale, mais aujourd'hui, c'est plus le cas depuis très très longtemps. On a forcément une défiance envers les gens qui arrivent. Tu vois, déjà de base, quand on t'impose un ministre qui n'est pas de ton secteur, ça peut pas marcher, à mon sens. C'est très drôle parce que je pourrais prendre le même discours et le transposer sur une entreprise privée. Je pense notamment plus à des très gros groupes, mais pas que, hein, Bien sûr, où tu entends des gens dire bah en fait on s'est fait imposer une direction qui connaît absolument pas le métier, qui est bien sûr. juste là pour faire du management, puis qui prend des décisions alors qu'ils connaissent ni l'industrie, ni le métier, ni la réalité du terrain, etc., etc. Et en fait, c'est très curieux de pouvoir transposer ce discours du public vers le privé. Ouais, mais parce que je pense qu'il y a une gestion du public qui se fait de la mauvaise manière, quoi. Si tu veux, à une époque, les inspecteurs étaient tous d'anciens profs. C'est plus le cas. Non, pas forcément. Pas toujours. D'accord, je savais pas ça. C'est assez rare quand même, hein. Ça quand même, c'est continué à être le cas assez généralement, mais c'est surtout au niveau des directeurs académiques que ça se joue, parce que souvent les directeurs académiques sont alignés sur le gouvernement en place. Donc c'est des gens qui sont parachutés là. Malheureusement, les inspecteurs ont beau être des anciens enseignants, quand ils ont une hiérarchie qui leur impose des choix avec la force d'un directeur académique, ils n'ont pas tellement de choix que de s'y plier.
Donc, tu vois, déjà, l'échelon juste au-dessus du mien n'a plus vraiment de liberté d'agir. Donc, c'est vraiment un échelon que tu hésites toujours en tant que prof à franchir, si on te le propose, parce que tu sais que tu ne seras plus sur le terrain. Ça sera plus du tout la même logique. Oui. En fait, l'avantage qu'on a encore, et j'espère qu'on continuera à le sauvegarder, mais il faut continuer à lutter pour ça, c'est notre liberté pédagogique. Parce que quand tu es dans une école, comme tu n'as pas de supérieur hiérarchique, puisqu'on a essayé de nous en imposer par divers biais, tu vois, on voulait faire du directeur d'école le supérieur hiérarchique des collègues à une époque. Ok. Mais il y a eu des mouvements de grève assez intenses contre ça et c'est pas passé. Il n'y a pas de regard de la hiérarchie sur ce que tu vas produire dans ton école. Donc il y a quand même pas mal de marge de liberté. Ok. C'est-à-dire que même sans te positionner hors la loi ou hors les ordres, tu as toujours une marge d'interprétation avec ce qu'on te demande de faire. Et elle reste, elle reste assez large pour pouvoir s'y immiscer, quoi. Alors ça, j'imagine que c'est un truc qui marche quand tu as une équipe qui est soudée et une équipe pédagogique avec laquelle tu arrives à travailler. Toi, comme tu disais, tu n'as qu'une seule collègue directe. Ouais. J'espère pour toi que tu as de très bons liens professionnels avec elle. Ouais, pas de problème. À quel point ça peut venir saboter la gestion d'une école, justement, quand il y a des tensions entre les profs, les instituts, le directeur, directrice. Eh ben, c'est très intéressant comme question. Parce que justement, ça m'est déjà arrivé d'être sur une école à 2 classes avec une collègue avec qui ça se passait très très mal. Et donc ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une année scolaire, hein. Mais c'était très très conflictuel en fait. On n'arrivait pas du tout à travailler en bonne entente ensemble. Et ça se traduit par évidemment une année où t'arrives pas à faire de projet commun, où t'arrives pas à aller dans une direction commune parce que quelquefois les clivages sont tellement importants en fait que tu peux pas faire un pas vers l'autre si facilement que ça, quoi. Et ça, c'est toujours très mauvais pour les élèves en fait, parce que tu peux pas monter des choses pérennes. Ouais. Je vais te poser une question qui va probablement être difficile pour toi spécifiquement. Si jamais, pour peu importe la raison, tu devais changer de métier, qu'est-ce que tu ferais? Bah, figure-toi que j'y ai déjà pensé. Donc, tu vois, surtout sur cette année où ça avait été extrêmement compliqué psychiquement pour moi, j'avais pensé à la reconversion alors que tu auras compris que j'étais vraiment j'étais très attaché à mon travail, quoi. En fait, la seule chose qui me botterait vraiment, je pense que c'est l'associatif. Ok. Je pense que je partirais dans un quotidien militant, en fait, parce qu'il y a vraiment ça aussi qui est accroché à ma fonction d'enseignant aujourd'hui, quoi. J'ai pris la question sous un autre angle, mais je vais la reprendre sous l'angle original sur lequel il était pensé. Tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais je veux voir si c'est ça exactement la réponse que tu vas donner. Qu'est-ce qui te ferait changer de travail? C'est quoi la raison qui te ferait changer de travail? Et elle est intéressante aussi, celle-là. Et tu sais, avec le climat politique actuel, franchement, je pense que tous les profs de France, avec un minimum de recul critique, se la posent parce qu'en fait, on colporte aussi, comme je te disais, une histoire avec nous et on sait ce que ça a été l'école pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, aux pires heures de notre histoire. Mm. Quand c'était la France de Vichy, on sait exactement à quoi a servi l'école. Donc, on risque malheureusement de repartir sur une école comme ça. Tu vois, j'ai appris récemment, par exemple, que pendant la France de Vichy, l'école était évidemment un instrument de propagande où on chantait Maréchal nous voilà tous les jours à l'école. Mais je ne savais pas que tous les cahiers qui étaient distribués, tous les stylos, tout voilà, avaient la petite tête du maréchal Pétain dessus. Donc il y avait vraiment un culte de la personnalité qui était imposé à toutes les mentalités, quoi. Il n'y a que deux choses en fait qui pourraient vraiment me faire quitter l'éducation nationale. Le retour d'une France vichiste, mais alors avec un instrument de contrôle très très fort. C'est-à-dire que tu vois, il y aurait plus du tout d'interstices dans lesquels évoluer pour essayer de faire les choses à ma sauce et donc de désobéir, hein, de désobéir pacifiquement. Soit la privatisation pure et simple de l'école. Parce que pour être très clair, enfin moi je ne travaillerai jamais dans une école privée. Ok. C'est certain que non, parce que c'est pas du tout les mêmes logiques auxquelles j'adhère.
C'est-à-dire que pour moi, une école privée, c'est vraiment une école de l'inégalité à son summum, où tu permets pas à des classes populaires d'accéder à l'éducation facilement. Et ça renierait absolument toute mon histoire. Très droit dans tes bottes, du début à la fin, vraiment. Ouais, je pense. Ça serait quoi ta plus grosse peur liée au travail? Ah, c'est intéressant ça. Ma plus grosse peur, dans quel sens tu l'entends? N'importe lequel? Enfin, dans celui que je veux? N'importe lequel et pas nécessairement lié à ton travail, vraiment au travail. Ouais. Bah, tu vois, mais je pense que enfin, ça fait sens aussi avec ce que je te dis depuis le début, je pense. Mais ma plus grosse crainte liée au travail, c'est qu'il arrive quelque chose à un élève, mais que je ne sois pas en mesure de le gérer. Tu vois, typiquement, je suis vraiment ultra angoissé à l'idée de proposer un aliment à un enfant qui déclencherait une allergie alimentaire chez lui. C'est certainement ma plus grosse crainte. Choc anaphylactique et tout ce qui va avec. Ah, totalement. C'est ce qui me fait en fait éviter de faire de la cuisine en classe depuis quelques années. Parce que je le faisais, mais en fait, j'ai vu des collègues se faire peur avec ça et j'ai pas du tout envie. Ouais, ok. Si tu pouvais améliorer une chose dans ton travail, avec un coup de baguette magique, hein, pas de limite, qu'est-ce que tu améliorerais? Et ben, la gestion facilitée et assurée en fait des violences intrafamiliales. Parce que vraiment, c'est un point noir, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte quand on est en dehors de l'école. Mais tu vois, quand je te disais que je fais 7 à 10 informations préoccupantes ou signalements par an, C'est énorme sur le ratio d'élèves que tu disais avoir, c'est impressionnant. Ouais. et en fait, ce qui est fou, c'est que je les fais pas qu'une seule fois. C'est-à-dire que pour chaque situation, je suis amené à les répéter. Parce qu'en fait, je pense, enfin, je jette pas non plus la pierre à la gendarmerie derrière. Je pense qu'ils font leur métier comme ils peuvent aussi. Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens non plus pour le faire correctement. Mais en fait, il y a tellement de cas et il y a tellement peu de moyens mis en œuvre, encore une fois, sur ces questions-là. Et il y a peu de moyens, puis des fois il y a des difficultés légales aussi de comment tu peux agir en fait. Ouais, totalement. Mais bien sûr, parce qu'il y a pas assez. C'est un flou juridique, quoi, à certains niveaux. Tu as dit que tu avais un enfant. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à cet enfant sur le travail en général? Et bah que. Tu vois, et en même temps, j'y crois et j'y crois pas tellement. Je suis en train de penser. Ça commence pas super. Non, tout à fait. Bah, c'est un rapport qui est assez complexe, le travail. C'est parce qu'en fait, on pourrait croire que je suis un adepte de la méritocratie, tu vois, avec ce que j'ai dit. Et pas du tout. Ah, j'ai pas ce ressenti du tout dans ton discours. Non, c'est vrai. D'accord, bah tant mieux. Parce que quelque part, c'est pas ce que j'aurais voulu dire. C'est-à-dire que j'ai un rapport à l'école qui a été véritablement un rapport particulier, hein. Mais je crois pas du tout en l'égalité des chances actuellement, tu vois, à l'école. Donc je dirais pas que par son travail et son travail uniquement, on peut s'en sortir. Tu vois, en France, c'est plus vrai ça. Moi, par exemple, je suis un transfuge de classe, c'est-à-dire que je suis passé d'une classe sociale à une autre. Euh, Actuellement, je fais plus partie des classes populaires. Et tu vois, j'aurais aimé dire en fait que je voudrais transmettre à mon enfant que le travail, ça peut être un vecteur d'amélioration sociale, mais j'y crois peu. Par contre, je pense que le travail, ça peut être un vecteur d'épanouissement. Et ça, très clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun matin où je me lève avec la boule au ventre ou pas l'envie d'y aller. Quand je rencontre des situations qui sont très très dures, c'est toujours en dehors de mon véritable champ d'action. Euh, ça me mine, hein, bien sûr, mais tu vois, en fait, je pense qu'il y a des moyens de changer la vie des enfants dans la classe. Et pour moi, ça, c'est l'épanouissement ultime, quoi. Donc voilà, ce que j'aimerais ouais, transmettre, c'est ça. C'est que tu peux aimer ton travail. Il faut quand même y lutter, hein, parce qu'il y a des. Voilà, il faut continuer à lutter pour les droits que tu as et pour en acquérir d'autres. Mais ça peut être un lieu d'épanouissement, ouais. La réalité vient frapper dur à la porte sur la première partie de ta réponse. Mais je trouve la conclusion particulièrement positive malgré tout, donc c'est cool de voir Ouais, le suivi entre les deux parties de ta réponse. C'est vraiment ouais, cool. tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu aurais voulu qu'on parle, qu'on aborde, qu'on n'a peut-être pas assez développé? Eh ben écoute, non, tu vois, je crois
pas. Ah si, peut-être, tu vois, il y a des choses qui me viennent, notamment avec la privatisation de l'école, tu vois, parce que je pense qu'il y a vraiment une transformation sociale, transformation politique, hein, j'entends, qui se met en place à ce niveau-là. Je suis persuadé, à force de lire des articles et de voir dans quel sens vont les choses, que c'est pas du tout innocent. Je dirais pas qu'il y a un grand plan non plus, parce que malheureusement, enfin, voilà, je prêterai pas non plus à nos gouvernants des intentions que j'imagine même pas les leurs, en fait. Je pense qu'ils voient les choses à court terme et pas à long terme. Mais je crois qu'il y a une accélération de la privatisation de l'école qui se met en place, quoi. Avec des milliardaires qui frappent à la porte pour racheter l'école, qui Ouais. veulent absolument imposer leur idéologie d'extrême droite, souvent, dans l'école. Et c'est un vrai danger. Et même au-delà de l'idéologie d'extrême droite, tu vois, rien que le fait que l'école puisse un jour appartenir à une classe patronale, enfin, c'est terrifiant, quoi. Bah déjà, juste la notion de appartenir à autre chose que le peuple, en fait. Parce que si ça appartient à l'État, si c'est public, ça reste le peuple qui est propriétaire de cette Mm. structure. Ça vient déjà changer énormément l'approche, en fait, Ouais, de la chose. totalement. Et effectivement, je pense que sans même se lancer dans le moindre jugement derrière ou quoi que ce soit, je pense que ça serait quand même assez limité en termes de vision de dire qu'il n'y a pas une diminution de la volonté de promouvoir le service public depuis maintenant quelques années dans Ouais. les politiques qu'on suit. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça se voit dans le monde de la culture, ça se voit à l'hôpital, ça se voit à l'éducation nationale, enfin, ça se voit dans tous les services, quoi. Et en fait, tu vois, on peut faire le parallèle avec la Poste, en fait, par exemple. Parce que la Poste, c'était un service public qui fonctionnait mal à une époque, parce que, bah, pareil, hein, il y a eu une détérioration de leurs conditions de travail et qui malheureusement a été racheté par un secteur privé qui aujourd'hui chronomètre les postiers. Donc ils ont des conditions de travail qui sont affreuses. Je vais faire un parallèle très drôle avec une anecdote que tu as donnée tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as des gens analphabètes qui viennent te voir pour un service, pour remplir des papiers. Ouais. Et en fait, ça vient remplir un rôle social dans la société, qui n'est pas du tout le rôle de l'éducation nationale à la base. Totalement. Ouais. Et en fait, c'est exactement l'anecdote que tout le monde a en tête, qu'on a tous entendu 15 fois à propos des postiers. Mais oui, mais c'est vrai, Parce exactement. qu'en fait, les postiers, avant, ils avaient ce rôle social de frapper à la porte, d'aller dire bonjour à la personne un peu isolée du coin pour passer 15 minutes à prendre un café. Et en fait, ce rôle n'existe plus. Non, tout à fait. Et au contraire, en fait, on les a même utilisés à une époque. Ça, je me rappelle avoir lu ça dans un article de Mediapart, tu vois, mais il y a quelques années, où on a utilisé justement ce lien que les postiers avaient avec les gens pour revendre les informations des gens. Parce qu'en fait, on leur demandait de donner les informations sur est-ce que les gens sont seuls, ou est-ce que, tu vois, quelle est leur condition d'existence. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Mon Dieu, le cynisme derrière ce genre de méthode. Et c'est terrible. Et en fait, c'est ça aussi qui m'effraie dans la marchandisation de l'éducation, quoi. Tu vois, quand tu vas dans une école privée, en fait, tu as cette débauche de moyens qui est vraiment hallucinante, hein. Quand tu passes du secteur public au secteur privé, c'est incroyable. Euh, la débauche de moyens qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que moi, je te disais que je travaillais avec 4 à 5 000 euros par an, mais en fait, c'est limite leur chiffre mensuel, et encore, j'en suis bien en dessous. C'est-à-dire qu'une place dans une école privée, en général, ça tourne autour des 100 à 150 euros par mois, pour les moins chers peut-être. J'ai pas de moyenne nationale, mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que ça varie du tout au tout. Ouais. Parce que si je te donne un exemple par chez nous, par exemple, alors après, il y a une réalité qui est un peu différente dans le Grand Ouest. Moi, je suis dans le Grand Ouest. On est, d'un point de vue statistique, hein, j'ai pas les cas individuels, mais d'un point de vue statistique, on est une région où il y a le moins de disparités sociales dans les écoles privées. D'accord. Pardon, il y a le plus de disparités sociales dans les écoles privées, c'est-à-dire que c'est pas au niveau de l'école publique, mais c'est là où il y a le moins de rassemblement de classes sociales en France, dans les écoles privées. Ok, ouais, c'est intéressant. Et c'est pour certaines des écoles privées qui sont venues parce que il y avait plus d'écoles publiques, comme tu dis, suite à des fermetures d'écoles de classe à répétition. Et ça, on commence à le voir, oui. Par exemple, moi, l'école privée du village,
J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plutôt aux alentours de 40-50 € par mois, Ah d'accord. Ah ouais, ok. avec des possibilités de financement pour les personnes plus en difficulté. Pour autant, j'ai pas la moyenne nationale, mais je sais que c'est des anomalies au niveau national, ce Ouais, genre de tout à choses. fait. C'est pas du tout c'est pas du tout les moyennes. C'est pas du tout les moyennes. Ouais, et puis tu vois, ça peut être avec des écoles qui sont implantées enfin, au niveau enfin comment dire, à grande ampleur, quoi. C'est-à-dire que quand tu es bien implanté quelque part, tu peux réduire tes coûts, effectivement. Puis quand bien même 50 € multiplié par un certain nombre d'élèves, ça vient quand même rapporter beaucoup d'argent Ouais. dans les caisses. Bien sûr. Et en fait, tu vois, c'est aussi l'attrait que certains parents vont avoir pour le privé et on peut pas leur en vouloir, en fait, parce que nous, on se bat pour récolter, par exemple, 10 000 €, tu vois, pour faire une sortie de 3 jours dans le local en plus, hein, parce que c'est très très cher, en fait, les sorties scolaires. Et une école privée, elle peut se permettre de sortir ce montant-là très fréquemment, en fait. Donc, il n'y a pas du tout la même chance de culture derrière. Et malheureusement, par contre, les choix culturels ne sont pas du tout les mêmes en fonction d'une école publique et une école privée, quoi. Et alors nous, on voit ça aussi à notre niveau parce que si tu veux vraiment avoir de l'argent dans une école publique, il va falloir t'allier au patronat. T'as pas le choix. C'est-à-dire que par exemple, on peut aller visiter des centrales nucléaires en s'alignant bien sûr sur le discours de la centrale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de la radioactivité. Enfin, ça, c'est vraiment du vécu, hein. Ok. Pas parler de la radioactivité ni des dangers de la radioactivité. Alors tu peux pas pendant la sortie scolaire, mais tu peux très bien faire un encart ou un cours supplémentaire par la suite. Bien sûr, c'est ce qu'on fait évidemment. Mais, mais en tout cas, voilà, tu t'engages à ça moralement. Et en échange, on va te payer le bus, on va te payer le repas et on va te payer tous les frais annexes de ta journée, quoi. C'est assez fou parce que je comprends à 200% moi l'intérêt en plus de faire visiter une centrale nucléaire ou quelque chose de ce type à des enfants ou même à des ados. Il y a une grosse valeur pédagogique. Mais en fait, à partir du moment où c'est l'entreprise privée qui paye la sortie scolaire pour les enfants, déjà j'ai une lumière qui s'allume qui me fait danger, il y a quelque chose. Bah, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour cette société, c'est pas juste pour allumer des vocations chez des enfants, il y a autre chose. Non, non, totalement. Tu vois, ça, c'est ce qu'on nous vend, en fait, sur le papier. Mais Je pense qu'il y a une partie de ça. Je pense pas que ce soit 100% cynique et que c'est 100% commercial. Je pense qu'il y a quand même un fond de peut-être que ça va intéresser des enfants qui vont se découvrir une vocation. c'est vrai aussi. Mais malgré tout, dans l'équation, il y a forcément quelque chose de purement pécunier derrière, en fait. Là, évidemment, tu vois, alors on vit ça aussi avec certains zoos qui peuvent être des entreprises problématiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, tu vois, sur les zoos, qui nous envoient des brochures tous les ans où on nous invite. En fait, on t'invite en tant qu'enseignant à une journée avec repas qui est complètement payé. Ah oui, là, c'est même pas pour faire une promotion pour une sortie scolaire pour une classe, c'est vraiment pour Ouais. toi, enseignant, t'inviter pour te faire la promotion de... De l'entreprise, ouais. Et tu vois, tous les ans, on nous propose de venir à une journée dédiée aux enseignants. Est-ce que, Voilà. est-ce que ça peut être considéré comme un pot de vin, ça, ou pas? Mais d'un point de vue légal, elle est où la ligne, tu vois? C'est... Pour moi, oui. Alors, je suis pas sûr. Enfin, c'est un avantage en nature, tu me diras. Mais normalement, il y a corruption de fonctionnaires, hein. Ouais, non, c'est très curieux, je trouve, comme approche. Tu vois, mais pourtant, ils le font à grande échelle. Et en fait, je pense pas qu'ils soient repris sur ce point-là. Mais toujours est-il que voilà, tu influences effectivement l'enseignant dans ses choix pédagogiques, quoi. Et puis, en fait, tu as pas mal voilà, d'entreprises qui font ça. Et nous, on commence à voir fleurir un truc qui est très lié au rural. Enfin, même deux choses. Première chose qui est un plan en fait plutôt à hauteur d'une circonscription. On va essayer d'allier l'école avec des partenaires privés du local, des entreprises petites ou moyennes ou grosses entreprises du local pour pouvoir faire des sorties à destination de ces entreprises en échange d'argent privé en fait qui remplirait les caisses des écoles. Ok. Donc ça, c'est une première proposition qui nous est faite pour le moment. Pour l'instant, c'est une proposition. Et je pense pas qu'il y ait un seul enseignant qui se lance là-dedans en réalité. Et puis, tu as un deuxième truc qui nous arrive, c'est ce que tu disais aussi dans ta région avec des zones sinistrées où il n'y a plus du tout d'école et où une nouvelle école privée vient s'implanter. Et ben ça, en fait, on le voit aussi dans notre région, et puis je pense qu'on le voit au niveau national, quoi. Maintenant, quand il y a une école publique qui ferme, il y a tout de suite un promoteur privé pour venir
s'installer. Ah oui, Il y a notamment Pierre-Édouard Stérin, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui est un milliardaire d'extrême droite, malheureusement, j'en ai entendu parler. qui est parti dans cette optique-là de former en fait des enfants à sa propagande personnelle, quoi. Non, puis ce qui est inquiétant, c'est que par rapport à, sans me lancer dans le débat politique, plus que ça, c'est vraiment quelqu'un qui publiquement Ouais. annonce qu'il veut investir pour promouvoir l'éducation selon ses valeurs personnelles. Totalement. Et là, tu fais, ok, on est dans Ouais. on est dans quelque chose de vraiment très très particulier. Là, il a sorti publiquement, je crois que c'est aujourd'hui, il a sorti publiquement que la France devrait se relancer dans une comment dire, une courte naissance d'enfants purement français, quoi. Tu vois, on est parti là-dedans, quoi. Un réarmement démographique, Mais ethnique. Donc non, mais ça craint. Et en fait, ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent et surtout, il a un réseau qui s'appelle le réseau Excellence Ruralité, qui est un réseau qui achète des écoles aux mairies, ou en tout cas qui leur propose ses services et qui crée des écoles privées dans ces zones sinistrées, quoi. Et ça, tu vois, c'est une vraie menace, hein. c'est fou quand même. Bon, et bien cette conclusion n'était pas très très réjouissante. Oui, effectivement, c'est vrai. Non, mais c'est Non, mais c'est quand même intéressant à savoir. Je trouve que c'est des sujets importants à connaître aussi. bien sûr, parce qu'en fait, c'est une menace pour notre bien commun, quoi. C'est surtout ça. C'est ça. Écoute, Furvan, merci énormément pour le temps que tu as passé à nous raconter un petit peu ton vécu, ton histoire, ton expérience avec l'éducation nationale notamment. Je t'en prie. C'est un plaisir. Je vais refaire le petit mot de prévention pour tout le monde. Si jamais, au sein de votre travail, spécifiquement parce que c'est un podcast qui parle de travail, vous vous sentez mal, vous sentez que le matin, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de vous lever, vous n'avez pas envie d'aller au travail, que vous vous sentez harcelé, que vous vous sentez oppressé, stressé ou quoi que ce soit, essayez par tous les moyens possibles de chercher de l'aide, que ce soit dans le cadre du travail, en dehors du cadre du travail, avec un médecin, un psychologue, un ami, un proche, peu importe. Essayez de discuter de ça avec quelqu'un, voir s'il y a quelque chose de normal ou si vous pouvez sortir de cette boucle et s'il y a effectivement quelque chose à régler. Prenez soin de vous, très important. Et rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Boulot jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé notre discussion enrichissante et qu'elle vous a donné des pistes de réflexion sur votre propre relation au travail. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. Pour continuer la conversation, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. C'est un espace parfait pour échanger des idées, partager des expériences et poser des questions sur les sujets abordés dans le podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Blue Sky, LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochains épisodes et des actualités autour du podcast. Toutes les infos pour me suivre sont également dans la description. Enfin, si vous avez envie d'enregistrer un épisode, des invités que vous aimeriez entendre ou encore des suggestions de sujets, faites-le moi savoir. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au boulot!